Bonjour à tous et bienvenue sur le théorème le plus important en statistique, le théorème central-limite. Tous les chapitres que nous avons vus de la probabilité jusqu'à maintenant avaient pour but de vous parler de cette notion. Dans la vidéo précédente, nous avons calculé des intervalles. Alors, non pas pour des valeurs, mais pour des échantillons. Et pour calculer ces intervalles, nous avons utilisé la loi normale. Mais pourquoi pouvons-nous utiliser la loi normale? Alors, prenons un exemple que vous commencez à connaître, une pièce, que nous lançons 100 fois. L'espérance est égale à 50 et l'erreur type est égale à 5. C'est-à-dire que l'espérance prévoit que sur 100 lancés, environ 50 seront des faces. Évidemment, nous n'aurons pas exactement 50 faces, car le résultat varie d'un échantillon à un autre, et il varie de plus ou moins 5 faces. Si nous reprenons les graphiques précédents, avec 100 échantillons aléatoires, nous observons que la distribution des échantillons suit un peu la distribution normale. Avec 1000 échantillons aléatoires, la distribution des échantillons commence à converger vers la loi normale. Et avec 10 000 échantillons aléatoires, nul doute, la distribution suit bien une distribution normale avec pour espérance 50 et un erreur type égal à 5. Pour rappel, 10 000 échantillons de 100 lancés de pile ou face est comme répété 10 000 fois sans tirage avec remise à partir de cette boîte. Alors, une deuxième question que vous devez vous poser est pourquoi la distribution des échantillons suit la loi normale? Alors, je parle de distribution des échantillons, mais on peut aussi parler de la distribution des moyennes des échantillons, ce qui est un peu plus correct. Tout simplement car la distribution théorique suit la loi normale. Alors, la distribution théorique est la probabilité de chaque événement possible. Pour faire plus simple, j'ai calculé avec la loi binomiale toutes les probabilités d'obtenir face avec 100 lancés. C'est-à-dire la probabilité d'obtenir une face, 2 faces, 3 faces, 4 faces, etc. jusqu'à 100 faces. Ce qui me donne toutes les probabilités associées à chaque événement. Je représente les probabilités avec un histogramme, ce qui me donne la distribution théorique. Nous observons que cette distribution suit la loi normale. Nous avons une belle courbe en cloche, symétrique en sa moyenne. Mais alors, que signifie cette distribution? La probabilité d'obtenir exactement 50 faces est de 8%. Mais cela veut aussi dire que 8% des échantillons auront 50 faces. Et si je reprends le graphique avec les 10 000 échantillons aléatoires, nous avons bien 8% des échantillons qui ont 50 faces. Donc l'approche empirique se rapproche de l'approche théorique. D'après la distribution théorique, la probabilité d'obtenir entre 45 et 55 faces est de 68%. C'est-à-dire que 68% des échantillons auront entre 45 et 55 faces. Et si je reprends le graphique avec les 10 000 échantillons aléatoires, nous avons bien 68% des échantillons qui ont entre 45 et 55 faces. Comme la distribution théorique suit la loi normale, par conséquent, la distribution des échantillons ou la distribution des moyennes des échantillons suit aussi la loi normale. Alors, une autre question que vous devez vous poser est comment savoir si la distribution théorique suit la loi normale? Car nous ne calculons pas à chaque fois la distribution théorique. Plus le nombre de tirages est élevé, c'est-à-dire que plus l'échantillon aléatoire est grand, plus la distribution théorique suit la loi normale. Et par conséquent, la distribution des moyennes des échantillons suit aussi la loi normale.
Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. Imaginez que dans une ville où 95% des habitants votent pour le candidat A et 5% votent pour le candidat B. Nous effectuons un échantillonnage à partir de cette boîte. 0 représente la personne qui vote pour le candidat A et 1 représente la personne qui vote pour le candidat B. Si nous visualisons ce graphique, nous remarquons que la distribution est asymétrique. Alors là, vous devez vous dire qu'elle a peu de chances de converger vers la loi normale. Alors effectuons 10 tirages avec remise à partir de cette boîte. Alors effectuer 10 tirages avec remise est comme si nous prenions un échantillon de 10 personnes dans la ville. Voici la distribution théorique pour 10 tickets. Nous observons que la distribution théorique ne suit pas la loi normale. Alors essayons avec 30 tirages avec remise, ce qui correspond à un échantillon aléatoire de 30 personnes. Alors on commence à apercevoir que la distribution théorique converge un tout petit peu vers la loi normale. Allons plus loin avec 100 tirages avec remise, c'est-à-dire un échantillon de 100 personnes. Nous observons que la distribution théorique suit la loi normale. Et si nous allons plus loin avec 1000 tirages avec remise, c'est-à-dire avec un échantillon de 1000 personnes, nous observons que la distribution suit parfaitement la loi normale, avec pour espérance 50. Donc, plus l'échantillon est grand, plus la distribution théorique converge vers la distribution normale. Cette distribution théorique signifie que 5,7% des échantillons auront 50 tickets égaux à 1. Et très peu d'échantillons auront plus de 70 tickets ou moins de 30 tickets égaux à 1. Avec une boîte asymétrique, il faudra prendre un échantillon suffisamment grand pour qu'il converge vers la loi normale. Nous considérons qu'à partir d'un échantillon d'environ 100 personnes, même les distributions les plus asymétriques convergent vers la loi normale. Alors, avec une distribution plus symétrique, la distribution converge plus rapidement vers la loi normale. Un échantillon de 50 personnes suffit. Donc, peu importe la distribution de la population. La distribution des moyennes des échantillons converge vers une distribution normale lorsque la taille des échantillons est suffisamment grande. Même si la population n'a pas une distribution normale, comme avec notre exemple précédent, la distribution des moyennes des échantillons tirés de cette population converge vers la loi normale, à mesure que la taille des échantillons augmente. Et ce que nous venons de décrire a un nom en statistique, c'est le théorème central-limite. Central, car ce théorème joue un rôle crucial pour la statistique inférentielle, et limite, car les distributions convergent vers la distribution normale. Ce théorème est très utilisé pour les tests statistiques, et aussi pour calculer les intervalles de confiance. Alors, attention, ce théorème ne s'applique pas à tous les échantillons, mais seulement aux échantillons dits aléatoires. Et vous allez voir par la suite qu'il existe d'autres échantillons non probabilistes, comme les échantillons de convenance, où nous ne pouvons pas utiliser le théorème central-limite, car les échantillons ne sont pas aléatoires. Passons aux exercices. Alors, pour bien comprendre le théorème central-limite, les exercices devront être effectués avec un langage de programmation. Dans notre cas, nous allons utiliser Python. Vous pourrez retrouver mon code sur GitHub, le lien est dans la description. Un enseignant souhaite analyser les notes des étudiants à un examen final dans une promo de 500 étudiants. Il a recueilli les données de notes de tous les étudiants, mais il souhaite comprendre comment les moyennes de différents échantillons d'étudiants varient par rapport à la moyenne globale. Commençons par importer les bibliothèques
nécessaires. J'importe NumPy as NP et matplotlib.pyplot as PLT. Commençons par la première question. Le jeu de données contient les notes de 500 étudiants à l'examen final. Créez une simulation de 500 étudiants avec leurs notes à un examen en Python. Alors, il y a plusieurs façons de générer des données aléatoires. Nous pouvons utiliser la fonction np.random.randit, ce qui nous renvoie 10 nombres aléatoires entre 0 et 100. Alors, au lieu de prendre 10 nombres aléatoires, nous allons prendre 500 nombres, que j'assigne à la variable note. Et pour contrôler l'aléatoire, j'applique np.random.seed égale à 100, comme ça vous aurez les mêmes valeurs que moi. Nous pouvons voir les 500 notes. Et pour être sûr qu'il y ait bien 500 notes, nous faisons len de notes, ce qui nous renvoie 500. Passons à la deuxième question. Visualisez la distribution des notes de la population. Pour répondre à cette question, nous utilisons la fonction plt.hist, qui visualise la distribution des notes. Alors ici, nous voulons visualiser la distribution en fréquence. Donc pour le paramètre densité, nous le mettons à faux. Et on précise un alpha égal à 0,7, ce qui affiche l'opacité de la distribution. J'ajoute un peu de code pour améliorer la taille du graphique ainsi que des titres aux axes X et Y. Nous observons que la distribution ne suit pas la distribution normale, et elle se rapproche de la distribution uniforme, ce qui est normal car la fonction np.random.randit retourne une distribution uniforme. Passons à la prochaine question. Calculer la moyenne et l'écart type des notes de l'ensemble de la promo. Pour calculer la moyenne et l'écart type, il y a plusieurs méthodes possibles. Nous allons utiliser la fonction np.min, que nous allons arrondir. Nous assignons le résultat à la variable moyenne. La moyenne est égale à 51. Pour l'écart type, on utilise la fonction np.std pour standard deviation, que nous assignons à la variable écart type. L'écart type est égal à 29,3. Passons à la question suivante. Prenez un échantillon aléatoire de 30 étudiants parmi les 500 et visualisez la distribution. Pour prendre un échantillon aléatoire, on utilise la fonction np.random.choice, qui pioche 30 notes de manière aléatoire. Et nous contrôlons toujours l'aléatoire avec np.random.seed égale à 100. Nous assignons le résultat dans la variable échantillon. Et je visualise le graphique avec le même code qu'à la question 2.
observons que la distribution ne suit pas la loi normale. Passons à la question suivante. Calculez la moyenne et l'écart type de cet échantillon et enregistrez-la. Le code est exactement le même que le précédent, sauf qu'on change la variable note par échantillon. Donc on fait np.min de échantillon. La moyenne est égale à 53,9, ce qui est proche de la moyenne de la population qui est égale à 51. Et nous faisons pareil pour l'écart type. L'écart type est de 21,6, ce qui est en dessous de l'écart type de la population, qui elle est égale à 29,3. Passons à la question suivante. Répétez les étapes 3 et 4 1000 fois pour créer 1000 moyennes d'échantillons différentes et 1000 écarts types d'échantillons différents. Alors, je commence par initialiser une liste vide et nous allons utiliser une boucle for pour effectuer 1000 itérations. À chaque itération, nous prélevons un nouvel échantillon, nous calculons sa moyenne et nous ajoutons cette moyenne à la liste. Et nous répétons ce processus 1000 fois. Alors là, j'ai fait une petite erreur car j'ai ajouté une parenthèse en trop. Nous ajoutons np.random.seed pour toujours contrôler l'aléatoire. La moyenne pour le premier échantillon est égale à 53,9 et la moyenne pour le deuxième échantillon est égale à 53,3. Je fais de même pour l'écart type, j'initialise une liste vide. Nous utilisons une boucle for pour effectuer 1000 itérations. À chaque itération, nous prélevons un nouvel échantillon, que nous calculons l'écart type de l'échantillon et nous ajoutons cet écart type à une liste. La moyenne du premier échantillon est de 53,9 et l'écart type est de 21,6. Passons à la question suivante. Calculez la moyenne des moyennes d'échantillons et la moyenne des écarts types des échantillons. Comparez-les à la moyenne et à l'écart type de l'ensemble de la promo. Nous faisons la moyenne des moyennes, ce qui est égal à 51,6. Et la moyenne de la population est égale à 51. C'est-à-dire que la moyenne empirique est extrêmement proche de la moyenne de la population. Et nous faisons pareil pour la moyenne des écarts types. Ce qui est égal à 28,7. Et la vraie écart type de la population est de 29,3. Alors encore une fois, nous sommes extrêmement proches de la population. Passons à la question suivante. Tracez un histogramme des moyennes d'échantillons
comparer visuellement cette distribution à une distribution normale. Alors pour tracer l'histogramme, on utilise la même fonction, sauf qu'à la place, on assigne la variable moyenne échantillon. Comparons avec la distribution de la population. Nous observons que la distribution des moyennes des échantillons suit une distribution normale. Passons à la question suivante. Calculer l'espérance et l'erreur type de ce processus aléatoire. L'espérance de la somme obtenue d'un processus aléatoire est la moyenne fois le nombre de tirages. Cependant, nous cherchons l'espérance de la moyenne obtenue d'un processus aléatoire, ce qui est beaucoup plus simple car l'espérance de la moyenne obtenue est égale à la moyenne de la boîte. La moyenne de la boîte est égale à 51, donc l'espérance prévoit que dans un échantillon, il devrait y avoir une note moyenne de 51 sur 100. Alors, évidemment, dans un échantillon, je n'aurai pas exactement 51, car cela varie d'un échantillon à un autre. Et pour connaître cette variabilité, il faut mesurer l'erreur type. Alors, pour rappel, l'erreur type pour la somme d'un processus aléatoire est égale à la racine carrée du nombre de tirages fois l'écart type. Cependant, c'est l'erreur type pour la somme d'un processus aléatoire. Pour la moyenne d'un échantillon, nous faisons l'écart type divisé par la racine carrée du nombre de tirages. Le nombre de tirages équivaut à la taille de l'échantillon. Alors, l'erreur type pour la moyenne d'un processus aléatoire est 29,3, le tout divisé par la racine carrée de 30, ce qui nous fait environ 5,34. L'erreur type est égale à 5,34. L'espérance prévoit que dans un échantillon, la note moyenne est de 51, à plus ou moins 5,34 près. Et je peux vérifier si la théorie est proche de la pratique. La moyenne des échantillons est égale à 51,6, ce qui est extrêmement proche. Et pour calculer l'erreur type, c'est la variabilité entre les échantillons. J'ai juste à calculer l'écart type des moyennes des échantillons, ce qui me donne 5,4. Encore une fois, c'est extrêmement proche de l'erreur type théorique. Passons à la dernière question. Calculer la probabilité que la moyenne d'un échantillon de 30 étudiants soit supérieure à 60 points, en utilisant le Z-score et en utilisant la distribution des moyennes d'échantillons que vous avez obtenues. Alors, commençons par l'approche empirique, c'est-à-dire la distribution des moyennes des échantillons. Premièrement, notre variable moyenne échantillon est une liste, et pour faciliter le code, nous allons le transformer en array, c'est-à-dire en matrice.
Puis nous calculons le nombre d'échantillons qui ont une moyenne supérieure ou égale à 60. Nous assignons le résultat à la variable moyenne sup 60 et nous divisons par le nombre d'échantillons au total, c'est-à-dire 1000. Nous faisons 54 divisé par 1000 fois 100, ce qui nous donne 5,4%. 5,4% des moyennes des échantillons sont supérieures à 60. C'est-à-dire que la probabilité d'obtenir un échantillon avec une moyenne supérieure à 60 est de 5,4%. L'autre méthode est avec l'approche théorique, avec le Z-score. Comme la distribution des moyennes des échantillons suit la loi normale, nous pouvons utiliser le Z-score. Pour calculer la probabilité que dans un échantillon, la moyenne de 30 personnes soit supérieure à 60, nous calculons le Z-score, afin de savoir de combien d'erreurs type la valeur 60 diffère de l'espérance. Nous faisons 60 moins la moyenne de la population divisé par l'erreur type. Ce qui nous fait 1,68. 60 se situe à 1,68 erreur type de l'espérance. « 45,35% des échantillons aléatoires sont compris entre 1,68 erreur type et la moyenne, soit entre 51 et 60. C'est-à-dire que 4,65% des échantillons aléatoires sont supérieurs à 60. La probabilité que dans un échantillon la moyenne soit supérieure à 60 est de 4,65%. Alors, l'approche empirique est extrêmement proche de l'approche théorique. Et si nous augmentons le nombre d'échantillons, par exemple la distribution des moyennes de 10 000 échantillons, l'approche empirique se rapprochera encore plus de l'approche théorique. Passons à l'exercice suivant. Imaginez que vous travaillez pour une entreprise de commerce électronique. Vous avez accès à une grande base de données contenant des informations sur les achats de clients, y compris le montant de chaque achat. Générez 10 000 montants aléatoires entre 10 et 1000 euros. Alors on utilise la fonction np.random.uniform qui génère 10 000 nombres aléatoires compris entre 10 et 1000, qu'on assigne à la variable montant. Visualisez la distribution des montants. Alors on utilise la même fonction plt.hist que vous commencez à connaître. Nous observons que la distribution suit une distribution uniforme, ce qui est logique car les nombres sont générés à partir d'une distribution uniforme. Passons à la troisième question. Calculer la moyenne et l'écart type des montants de la population.
Alors on fait np.min de montant. La moyenne des montants est égale à 502,7. Et pour l'écart type, nous faisons np.std. L'écart type est égal à 286,2. Prenez un échantillon aléatoire de 50 transactions parmi les 10 000. On utilise la fonction np.random.choice qui pioche de manière aléatoire dans la population avec une taille d'échantillon égale à 50. Nous pouvons aussi visualiser la distribution. La distribution ne suit pas la loi normale. Effectuez une simulation où vous générez 1000 moyennes d'échantillons aléatoires différentes de 50 transactions et 1000 écarts types d'échantillons différents. Commençons par initialiser une liste vide. Nous utilisons une boucle for pour effectuer 1000 itérations. À chaque itération, nous prélevons un nouvel échantillon, nous calculons sa moyenne et nous ajoutons cette moyenne à la liste. Et nous répétons ce processus 1000 fois. Je fais de même pour l'écart type, j'initialise une liste vide. Nous utilisons une boucle for pour effectuer 1000 itérations. À chaque itération, nous prélevons un nouvel échantillon, calculons l'écart type de l'échantillon et ajoutons cet écart type à une liste. Et nous répétons ce processus 1000 fois. La moyenne du premier échantillon est égale à 480 et l'écart type est égal à 251. Calculez la moyenne des moyennes d'échantillons et la moyenne des écarts types d'échantillons. Comparez-les à la moyenne et à l'écart type de l'ensemble des montants. La moyenne des échantillons est égale à 503, ce qui est extrêmement proche de la moyenne de la population. Et la moyenne des écarts types des échantillons est égale à 283,46, ce qui est encore une fois très proche de la population qui est elle égale à 286. Tracez un histogramme des moyennes des échantillons.
Alors pour tracer l'histogramme, on utilise la même fonction. Nous observons que la distribution des moyennes des échantillons suit une distribution normale. Calculer l'espérance et l'erreur type de ce processus aléatoire. L'espérance de la moyenne obtenue est égale à la moyenne de la boîte, soit 502,7. C'est-à-dire que l'espérance prévoit dans un échantillon, il devrait y avoir un montant moyen de 502,7 euros. Évidemment, dans un échantillon, je n'aurai pas exactement 502,7 euros, car la valeur varie d'un échantillon à un autre. Pour connaître cette variabilité, il faut mesurer l'erreur type. L'erreur type pour la moyenne d'un processus aléatoire est l'écart type divisé par la racine carrée du nombre de tirages. Le nombre de tirages équivaut à la taille de l'échantillon. L'erreur type pour la moyenne d'un processus aléatoire est 286,6, le tout divisé par la racine carrée de 50, ce qui nous fait 40,3. L'erreur type est égale à 40,3. L'espérance prévoit que dans un échantillon, le montant moyen est de 502,7 euros, à plus ou moins 40,3 euros près. Et je peux vérifier si la théorie est proche de la pratique. La moyenne des échantillons est égale à 503, ce qui est extrêmement proche. Et l'erreur type, c'est la variabilité entre les échantillons. J'ai juste à calculer l'écart type des moyennes des échantillons, ce qui me donne 39,6. Encore une fois, c'est extrêmement proche de l'erreur type théorique. Passons à la dernière question. Calculer la probabilité que la moyenne d'un échantillon de 50 transactions soit supérieure à 600 euros. En utilisant le Z-score et en utilisant la distribution des moyennes d'échantillons que vous avez obtenues. Commençons par l'approche empirique, avec la distribution des moyennes d'échantillons. Alors nous commençons par transformer la liste en une matrice. Il suffit de calculer le nombre d'échantillons qui ont une moyenne supérieure ou égale à 600 euros et diviser par le nombre d'échantillons au total. Nous faisons 7 divisé par 1000 fois 100, ce qui nous donne 0,7%. 0,7% des moyennes des échantillons sont supérieures à 600 euros. C'est-à-dire que la probabilité d'obtenir un échantillon avec une moyenne supérieure à 600 euros est de 0,7%. Et le résultat que nous avons obtenu est basé sur une approche empirique. Passons à l'approche théorique avec le Z-score. Comme la distribution des moyennes des échantillons suit la loi normale, nous pouvons utiliser le Z-score. Pour calculer la probabilité que dans un échantillon, la moyenne de 50 transactions soit supérieure à 600 euros, nous calculons le Z-score, afin de savoir de combien d'erreurs type la valeur 600 diffère de l'espérance. Nous faisons 600 moins la moyenne, le tout divisé par l'erreur type, ce qui nous donne 2,41. Donc 600 se situe à 2,41 erreurs type de l'espérance. 49,20% des échantillons aléatoires sont compris entre 2,41 erreurs type et la moyenne, soit entre 502,7 et 600. C'est-à-dire que 0,8% des échantillons aléatoires sont supérieurs à 600. La probabilité que dans un échantillon, la moyenne soit supérieure à 600 euros est de 0,8%.
Pour conclure, l'approche empirique est extrêmement proche de l'approche théorique. Et si nous augmentons le nombre d'échantillons, par exemple la distribution des moyennes de 10 000 échantillons, l'approche empirique se rapprochera encore plus de l'approche théorique.